Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier update lecture de 2018. Je vais revenir sur toutes mes dernières lectures et comme je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, je vais aller de fin novembre 2017 à mi-février 2018, ce qui fait donc 11 livres. Je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vais commencer par un livre que je n'ai pas terminé en fait, mais ce n'est pas du tout contre le livre, c'est pour une raison très bête, c'est que j'ai perdu ce livre. Mais je tenais quand même à vous en parler parce que là où j'en étais, j'aimais beaucoup ce livre. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'autrice grâce à Fleurus au moment du Salon du Livre de Montreuil. Et il s'agit de Des lendemains qui chantent, qui est donc publié chez Fleurus Roman. C'est un roman dans lequel on suit plusieurs personnages et notamment une jeune fille dont le rêve est de devenir photographe. Et voilà, elle grandit à une époque encore un peu difficile pour les femmes où elles ont encore assez peu de liberté parce que c'est, si je me trompe pas, au début des années 60. Mais elle va se retrouver prise dans ces combats que vont mener les femmes et de manière générale la société pour leurs droits et bien sûr mai 68. Donc on suit le parcours de cette jeune femme, on suit le parcours de ses amours aussi plus ou moins forcés et on suit le parcours de sa progression vers l'indépendance et vers la passion pour la photographie. Au début j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre parce que je trouvais que ça sonnait assez faux et puis petit à petit on est vraiment immergé dans cette ambiance là, on s'attache beaucoup aux personnages et l'autrice arrive à porter leur destin avec une grande fougue et une grande efficacité. Ça va très vite, peut-être que ça manque parfois un peu de nuances, mais c'est vraiment un roman passionnant et j'ai très envie de découvrir la suite, donc il faudrait que je me le reprocure ou que j'arrive enfin à retrouver cet exemplaire que j'ai perdu. En plus il était dédicacé suite à la rencontre que j'avais faite avec l'autrice et du coup je suis très déçu quoi. J'ai enchaîné avec un grand classique de la littérature jeunesse que je n'avais jamais lu, il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Et je l'ai lu pour une raison, encore une fois, très décevante, c'est que j'avais été invité à une rencontre blogueur avec Philippe Pullman. Le truc de dingue. Et ça a été annulé. Toujours est-il que du coup ça m'a enfin donné l'occasion de me plonger dans ce roman et j'ai en fait tout simplement hâte de découvrir la suite parce que j'ai dévoré ce premier tome. C'est un livre dans lequel on suit l'histoire de Lyra qui va découvrir l'existence mystérieuse de la poussière qui est une sorte de particule élémentaire qui visiblement a des capacités magiques. Et ça va coïncider avec une histoire étrange d'enlèvement d'enfants qui disparaissent un peu partout en Angleterre où l'histoire se passe. Et en même temps avec son adolescence et le fait qu'elle grandit et avec aussi les mystères qui planent autour de sa famille. Et par ailleurs, elle est toujours accompagnée par son démon, je sais pas comment on dit, parce qu'en fait chaque homme dans ce roman a un petit démon qui est une espèce de petit animal qui va, au moment de l'âge adulte, prendre une forme définitive et qui accompagne la personne pendant toute sa vie. Le démon et l'enfant, la personne ne peuvent pas trop s'éloigner sinon elles en souffrent terriblement. Et voilà, c'est vraiment une représentation hyper métaphorique de l'identité qui change énormément, qui se cherche au moment de l'adolescence et qui va prendre une forme plus définitive au moment de l'âge adulte. Ce roman en fait amène énormément de questions philosophiques ou sociétales, mais avec l'aventure, avec la magie, avec un univers fantastique, avec des personnages attachants, avec des rebondissements. Et c'est des questions aussi vastes que du coup l'identité, l'adolescence, l'amitié, la famille et les liens qui se tissent entre les gens, mais aussi l'obscurantisme et notamment l'obscurantisme religieux. Et c'est un univers finalement assez complexe avec des problématiques politiques, sociales, etc. Mais c'est pas du tout lourd et en fait il y a différents niveaux de lecture qui fait que ce roman est un roman jeunesse classique parce que plein d'enfants l'ont lu jeune en étant embarqués par l'histoire et par les aventures de Lyra qui sont vraiment épiques. Et en même temps, quand on est plus grand, on a un autre regard sur toutes ces questions-là et ça nous permet d'y réfléchir. Et en plus, moi, ça m'a trop fait rêver parce qu'en fait, on voyage avec Lyra dans le Grand Nord, il y a des ours polaires, il y a la neige, il y a le froid, il y a des aurores boréales et j'avais trop envie d'être à côté de Lyra pour vivre ces aventures, même si j'ai pas un dixième du courage qu'elle a. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Allo sorcière d'Anne-Fleur Multon, Sous le soleil exactement, qui est la suite de Viser la lune, un roman dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne parce que j'ai adoré. On continue à suivre les aventures de ces 4 jeunes filles qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, qui vivent aux 4 coins du monde dans des pays francophones. Et donc là, ce deuxième tome se concentre sur le personnage de Maria avec des problématiques telles que l'adolescence et l'amour qui émergent à l'adolescence,
la grossophobie aussi, le regard qu'on a sur soi et sur son corps, mais on continue à suivre les autres personnages. Et cette fois-ci, elles sont toutes les quatre en vacances l'été. Il va y avoir une histoire, un mystère, une petite enquête, un peu à la façon Club des 5. Et voilà, j'ai trouvé ce deuxième tome beaucoup mieux ficelé que le premier finalement. Je pense que c'est ça qui m'a... Enfin, il m'a beaucoup plus plu que le premier en fait. Et le premier avait déjà beaucoup plu, donc c'est dire. Cette série est vraiment une série feel good dans laquelle il est si bon de se plonger pour vivre avec ces quatre filles pleines d'entrain, d'enthousiasme et de lumière. Les aventures de leur amitié si fusionnelle et les aventures qu'elles vivent au quotidien. C'est pétillant, c'est plein de punch, ça fait du bien, c'est bienveillant, c'est toujours juste. Et c'est un roman d'une grande tolérance, bref, c'est à mettre entre les mains de toutes les adolescentes, mais aussi de tous les adolescents. Ma première lecture de 2018 a été Libérez l'ours en vous de Carole Trébor. C'est publié chez Syros et c'est un roman qui me faisait extrêmement envie et pour lequel j'avais beaucoup d'attentes parce que c'est notamment un roman qui parle de théâtre au lycée. Et moi, comme j'ai fait du théâtre au lycée, c'est vraiment un thème qui me touche beaucoup. En fait, on suit une petite troupe d'adolescents qui sont à un club de théâtre et leur prof, pour cette année scolaire-là, leur annonce que pour le premier semestre, elle a une maladie et que du coup, elle ne pourra pas assurer les cours et qu'elle va être remplacée. Mais avec le prof remplaçant et avec le compagnon de cette prof absente, ils vont décider de monter en secret une pièce qu'elle a écrite pour lui faire la surprise de la lui jouer. On va donc suivre tous les personnages de ce club de théâtre, mais notamment deux personnages qui sont Kolia et Lisa, qui rêvent tous deux de devenir comédiens, mais ils ont tous les deux un peu des problèmes familiaux, un peu différents l'un de l'autre. Et on va suivre aussi les échanges qu'ont tous les élèves par mail avec leurs profs, et du coup les chapitres sont intercalés de mails et d'échanges épistolaires électroniques. J'ai adoré cette double forme, d'autant plus que le roman est aussi parsemé de passages de la vraie pièce de théâtre, écrite par la prof. Et ça donne vraiment une richesse au roman et à l'écriture qui en plus est très addictive et très efficace. Et pourtant, même si je l'ai dévoré, je l'ai pas tant aimé que ça et je suis resté assez perplexe pendant ma lecture et jusqu'à la fin de ma lecture. En fait, je trouve qu'il y avait pas mal de facilités qui étaient prises dans la psychologie des personnages et dans leur lien entre eux. Et je trouve que, sans savoir exactement pourquoi, il y a beaucoup de choses qui sonnaient faux. J'ai enchaîné avec une lecture côté littérature vieillesse. Il s'agit de Marraine de Jean-Baptiste Andréa, publié aux éditions de l'Iconoclaste, qui m'a été envoyé par cette maison d'édition. Et j'avais vraiment très très envie de le lire parce que voilà, il y a eu des pubs dans le métro, il a eu le prix Fémina, je crois, il a eu pas mal de prix, il a été très plébiscité par les médias et du coup je me demandais vraiment ce que ça donnait. Et là j'avoue que j'ai pas du tout été déçu parce que je trouve qu'il mérite vraiment ce tapage médiatique qu'il y a eu autour du livre. C'est un très très beau roman qui est très bien écrit et qui m'a beaucoup secoué. On y suit le personnage de Shell, on connaît pas trop son prénom, mais il se surnomme lui-même Shell parce qu'il a un manteau Shell, vous savez la marque d'essence, parce qu'il travaille, il aide un peu ses parents à la station service dans laquelle ils bossent et vivent juste à côté. Ça se passe dans les années 60 et en fait le personnage de Shell est un peu différent, on sent qu'il a sans doute une forme d'autisme et un jour il apprend qu'il va être envoyé en pension ou quelque chose comme ça et du coup il décide de fuguer, il part de chez ses parents et il va dans les plaines parce que ça se passe dans le sud de la France et voilà, il va dans les plaines, il va s'arrêter là et il va faire la connaissance d'une petite fille qui va devenir sa reine. À partir de là commence une histoire d'amitié très très puissante où en fait Shell va être très attaché à sa reine et il va écouter tout ce qu'elle dit. Et donc on va suivre l'histoire de cette amitié un peu étrange, l'histoire de Shell qui a fugué de chez lui et qui ne veut pas y rentrer et qui va qui va s'installer en fait dans cette espèce de dans ce paysage avec le maquis, l'herbe, le soleil, les rivières, etc. C'est un moment très très immersif à la fois par le paysage qui est dressé, cette espèce de paysage du sud en plein été, chaud, lourd et alourdi en plus par cette ambiance un peu nostalgique et vintage des années 60. Et puis c'est un roman qui va être aussi traversé par l'inquiétude, par la tristesse d'une séparation. C'est un roman qui m'a plu sur tous les points, que ce soit par l'écriture qui est très belle et très travaillée, par cette tension et les sentiments qui sont vraiment décrits à fleur de peau par l'auteur, ou même par l'histoire qui est assez simple, qui va nous entraîner dans une aventure, qu'elle soit intérieure ou réelle, puisqu'il y a quand même une fugue, jusqu'à une fin réellement surprenante et bouleversante. Avec ce roman, l'auteur réinterroge la vision qu'on peut avoir sur le monde. Il l'enchante un peu aussi, même si c'est un enchantement qui est douloureux. J'ai ensuite lu le nouveau roman de Patrick Ness publié chez Gallimard Jeunesse qui s'appelle Libération. Et là encore une fois, à la fois j'ai bien aimé, à la fois je suis un peu mitigé.
On suit l'histoire d'Adam, Adam Thorne, qui vit une sacrée journée de merde, on peut le dire. Que ce soit au boulot, où il est harcelé par son patron, avec sa famille, qui est très catholique, très traditionnelle et tout, et qui n'accepte pas son homosexualité, ou même à l'intérieur de lui-même, ce qu'il est traversé par des sentiments contradictoires envers deux garçons, et envers lui-même aussi, parce que du coup, comme il n'est pas accepté par sa famille ou par la société, il a du mal à aimer librement qui il veut. Et en parallèle, on va suivre une histoire un peu plus fantastique d'une jeune fille qui vient d'être assassinée dans le coin et qui va vivre une aventure entre la vie et la mort pour partir en paix. Là, c'est une partie beaucoup plus onirique et fantasmagorique. Et voilà, les deux mis à côté, ça oppose la réalité de ce que vit Adam et ce côté fantasmé du parcours que cette jeune fille vit entre la vie et la mort. En même temps, c'est aussi l'incarnation de la libération. Adam qui va devoir réussir à libérer ce qu'il y a en lui et qui l'empêche de vivre librement et comme il l'entend, et la libération de cette jeune fille qui est morte dans la violence et qui a besoin de se libérer de ce poids pour pouvoir partir en paix. J'ai lu une critique sur Goodreads qui disait que elle avait l'impression que la personne qui a écrit cette critique avait l'impression qu'il y avait deux romans en un, et c'est vrai que j'ai un peu eu cette impression-là. Alors bien sûr, les choix se justifient, d'autant plus qu'à la fin, il y a quelque chose qui donne du sens à toute cette construction. Mais je trouvais aussi que tous les chapitres fantasmagoriques coupaient vraiment dans l'élan de l'histoire d'Adam. Et je trouvais dommage qu'il y ait cette dimension fantastique dans un roman réaliste très intéressant, avec des personnages très attachants. Et tous les sujets qui sont traités sont vraiment importants pour moi, font signe de tolérance. Et c'est aussi un roman qui n'hésite pas à parler de sexe, pas de façon trop crue, mais quand même un peu, donc pas à mettre entre les mains des trop jeunes. Et je trouve que c'est bien de réussir à mettre entre les mains des adolescents des romans qui parlent de sexe franchement, sans tabou et sans pudeur. J'ai ensuite lu le nouveau roman de la collection Exprime de Sarbacane, à savoir Les Insoumis du Blizzard de Fanny Abadi, qui est un roman post-apocalyptique dans lequel on suit une petite communauté à Lille enfermée dans un grand bâtiment protégée par le froid glacial qui a envahi toute la planète. On ne sait pas exactement s'il y a d'autres communautés comme ça, si d'autres humains ont survécu, mais on va suivre cette petite communauté qui a des règles très strictes pour la survie de ces personnes-là. Par ailleurs, ils vont découvrir que quelques adolescentes de la communauté, enfin 2 adolescentes, ont leurs règles, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, et peuvent donc féconder naturellement. On va alors voir les personnages adultes commencer à fomenter un complot contre un complot. Ils commencent à manipuler les adolescents pour faire en sorte en fait qu'ils s'accouplent et puissent assurer une descendance, mais sans leur dire clairement. Et les adolescents, eux, ne connaissent pas la manière naturelle de féconder et de faire des enfants, et du coup, ils ne voient pas ce complot venir. Mais comme nous, on a un point de vue omniscient sur tous les personnages, on le voit venir, et du coup, on a à la fois ce point de vue sur les adultes qui commencent à fomenter un complot contre les jeunes, et à la fois le point de vue des adolescents qui comprennent que quelque chose cloche, qui grandissent et qui ont donc envie aussi d'affirmer leur liberté et leur choix, et qui vont devoir affronter la volonté des plus grands. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'auteur alterne à la troisième personne les points de vue sur tous les personnages. Il y a différents chapitres et à chaque fois c'est des paragraphes très courts. Et même s'il y a plein de personnages et que ça va très très vite, et ben on ne se perd pas du tout. On comprend tout de suite les enjeux et les personnalités des différents personnages et on passe super efficacement de l'un à l'autre et du coup le rythme est vraiment haletant. Finalement, certaines choses m'ont quand même déçu. J'ai notamment trouvé qu'à la fin, la résolution de l'histoire était quand même très manichéenne, gentil, méchant, adulte, ado. Mais c'est quand même un très beau roman post-apocalyptique, avec un univers très immersif, avec des personnages bien campés, une histoire bien racontée et un rythme surtout très très bien maîtrisé. En plus, les thématiques et les problématiques ici de la fertilité, de la fécondité, du sexe, de l'adolescence, des choix qu'ont envie de prendre ces adolescents et l'opposition entre survie et vie sont vraiment très intéressants et amènent à réfléchir dans une histoire passionnante. J'ai enchaîné avec une nouvelle très très bonne lecture, voire un coup de cœur. Il s'agit de 3 filles en colère d'Isabelle Pandazopoulos, paru dans la collection Crypto de Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui est un peu dans l'univers de La Haut Tombe les Anges dont je vous ai parlé il y a quasiment un an pour le Family Books. Et c'est un roman dont je vous reparlerai d'ailleurs bientôt beaucoup plus longuement. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un livre épistolaire qui se passe dans les années 60 où l'on suit 3 jeunes filles au destin différent. L'une vit en Grèce, l'une vit à Paris et l'autre vit en Allemagne.
Et on est dans un contexte social et politique très mouvementé, puisque mai 68 approche, il y a beaucoup de contestations sociales dans toute l'Europe. Il y a le mur de Berlin qui met une chape de plomb sur la ville en Allemagne. Et on va donc suivre les destins de ces 3 personnages, mais aussi de tous les personnages secondaires, que ce soit la famille ou les amis qui gravitent autour. C'est un roman traversé par toutes ces énergies-là qui traversent donc le lecteur, qui l'émeuvent, qui le secouent, qui le font réfléchir, qui le font réagir. Et moi j'ai vraiment été transporté, en plus d'être transpercé par l'histoire de ces 3 jeunes filles-là. Et j'ai aussi adoré le format épistolaire qui, je trouve, est bien incarné et qui permet vraiment d'entrer dans les pensées et dans l'intimité de chacun des personnages. Une lecture d'autant plus importante qu'on va bientôt fêter le cinquantenaire de mai 68. J'ai enfin lu le 3e tome du journal de Gurty de Bertrand Santini, toujours publié chez Sarbacane dans la collection Pépix. Et encore une fois, c'est un petit concentré de lumière, de bonheur, de rire et de tendresse. On continue à suivre les aventures en Provence de Gurty qui, une fois de plus, est là-bas en vacances avec son Gaspard. J'avoue avoir un peu moins aimé ce 3e tome qui épuise un peu les 2 premiers, je trouve, et qui en plus amène là une petite histoire avec un peu de suspense et d'aventure qui, je trouve, est un peu à l'encontre de ce que j'aimais dans les premiers tomes, c'est-à-dire qu'il se passe rien en fait, mais qu'on suit le quotidien et les questions et le regard sur le monde de cette petite chienne. Et je vous recommande vraiment la lecture de Gurty, le 1er tome notamment, qui sont des romans pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants, hilarants et tout doux. J'ai enchaîné avec un nouveau roman chez Gallimard Jeunesse, toujours dans la collection Scripto. Il s'agit de Rage, d'Oriane Charpentier, et on passe dans un registre totalement différent, puisque là, on est sur un texte très court, mais un texte coup de poing, et très bouleversant. On suit l'histoire d'une jeune fille, on ignore son prénom parce qu'elle ne le dit pas pour s'éloigner et mettre de la distance avec son passé très douloureux. On comprend petit à petit que c'est une migrante qui est venue d'un autre pays en France et qui a dû perdre et sacrifier beaucoup pour avoir cette vie plus confortable et plus sécuritaire en France. Au cours d'une soirée où elle se rend avec une amie, elle va trouver un chien enragé mais qui est maltraité par des humains et elle va tout faire, elle va mettre le destin de ce chien, de cette chienne, entre ses mains et décider que cette chienne doit vivre. C'est un texte très court qui se passe en une seule nuit, qui emporte le lecteur dans les pensées de ce personnage qui souffre. Il est tellement puissamment raconté qu'on ne peut qu'être entraîné dans cette histoire. C'est un roman bien écrit qui tend parfois un peu trop à être lyrique selon moi, mais qui reste un roman coup de poing, émouvant et dont je vous recommande la lecture. On risque d'en reparler cette année. Et enfin, j'ai de nouveau changé totalement de registre avec Orphea Fabula, qui est le 1er tome de la série Orphea Fabula, mais qui est aussi le 1er roman de Marie Alino, une jeune autrice qu'il va falloir suivre, je vous le garantis. C'est publié chez Poulpe Fiction et c'est un roman tout simplement génial. On suit l'histoire d'Orphea, qui est une collégienne mais qui est espionne à ses heures perdues, et elle va se retrouver à faire une enquête dans le temps en voyageant grâce à une machine à laver. Vous prenez une Totally Spies, vous la mettez au collège, vous la balancez dans le temps et vous avez un roman avec un cocktail explosif de joie, d'aventure, d'histoire et de rire. C'est un roman qui va extrêmement vite, qui est très entraînant, qui a un rythme haletant. Ça va peut-être parfois un peu vite et on a vraiment l'impression d'enchaîner les aventures une à une et d'enchaîner tous les rebondissements que vit le personnage. Mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt du livre, c'est qu'on le dévore, on est entraîné dans les aventures d'Orphea dans le passé. On essaye de comprendre avec elle dans quelle enquête elle a été envoyée. C'est vraiment un superbe cocktail entre le temps présent et le passé, entre l'histoire et l'espionnage, entre le collège et le côté pétillant d'un personnage bien incarné. Le tome 1 sort juste maintenant, en mars je crois, et le tome 2 va sortir en juin, donc il n'y aura même pas trop à patienter entre les tomes, d'autant plus que le premier se termine sur un cliffhanger bien senti qui me donne très envie de lire la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle a été très longue, j'espère pas trop. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces différentes lectures en commentaire ou à me dire ce que vous avez lu récemment. J'ai hâte de vous parler des autres lectures que je suis en train de faire parce que je suis déjà sur d'autres lectures, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo sur le blog ou sur les réseaux sociaux, faites de très belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde!